Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans cette vidéo, on va regarder de plus près le calendrier qui se trouve au-dessus du board, ainsi que les tapis des seigneurs, les plateaux des seigneurs, I guess, ce qu'ils appellent en anglais le Lord Mat. Donc, la campagne commence à l'été 1240 et c'est là que se trouve le turn marker. Donc, on a un turn marker qui est recto verso. Là, il y a un côté Lévis, puis sur l'autre côté, c'est écrit campaign. Alors, regardons ça, c'est le nom du système, Lévis and Campaign. Fait que chaque tour va commencer par une phase de levée où les seigneurs se préparent à la guerre. Puis après ça, on tombe dans la phase campaign où là, vraiment, tu sais, on se déplace, on se bat, puis envoyez donc. Fait qu'on va couvrir ces phases-là en détail, là, mais évidemment, vous avancez le turn marker sur le calendrier en passant d'abord par la phase Lévis, puis après ça la phase campaign, puis après ça, vous continuez d'avancer. J'en ai parlé dans le premier vidéo, je pense. C'est aussi sur le calendrier qu'on va suivre le décompte des points de victoire. Là. Fait qu'il y a un marqueur de points de victoire noir pour les Teutons, blanc pour le Russe. Puis on les promène aussi, là, donc la space dans laquelle ils se trouvent. Là, si le marqueur russe est ici, ben, le Russe a 6 points de victoire. Puis ce marqueur-là aussi est recto verso pour tenir compte des fameux demi-points de victoire. Fait qu'on, dans ce cas-là, là, ça voudrait dire que le Russe a 6 points de victoire et demi. Parce que je rappelle que quand on ravage des endroits, on reçoit un demi-point de victoire. Le calendrier va aussi nous indiquer dans quelle saison on se trouve. Fait que, comme je disais, l'été est court en Russie, là. Alors, il y a deux petits tours d'été. Puis après ça, ça me rappelle le Québec. Ça me rappelle le Québec. Après ça, on est bon pour quatre tours d'hiver. Fait qu'on a comme ce qu'ils appelle le early winter puis le late winter. Mais mécaniquement, là, la saison qui est considérée dans le jeu, c'est l'hiver. Puis après ça, là, le terme russe Rasputitsa, là, qui est un peu le printemps, là, mais qui veut dire bouette en bon québécois, la boue. Fait que c'est la grande fonte des neiges, là, en tout cas, là, si encore le terrain est impraticable ou presque là, pendant cette saison-là. Là. En fait, dans le bas, vis-à-vis chaque saison, vous allez avoir les moyens de transport qui sont disponibles dans cette saison-là. Fait que l'été, c'est là qu'on peut utiliser là, les trois moyens de transport, trois des quatre moyens de transport qui sont dans le jeu, là, les chariots, euh, les bateaux, puis on va appeler ça les vaisseaux, là, j'avoue, là, en anglais, ils utilisent le terme boats et ships, là. Ships étant de bien plus gros bateaux, finalement, le boat étant quasiment des chaloupes, là. Euh, donc, des chariots, des bateaux et des vaisseaux. Quand on arrive en hiver, il y a seulement les traîneaux qui fonctionnent. Puis quand on arrive dans la saison de la boue, là, ben, les bateaux et les vaisseaux fonctionnent, là, mais les chariots, là, ça vaut pas de la crotte parce qu'on s'enlise dans la boîte. On va revenir là-dessus quand on va parler là, des moyens de transport. Là. Vous avez aussi une petite mécanique là, que quand on arrive à la fin de l'été, là, ben, les seigneurs se préparent et vont troquer justement, étant donné qu'il y a juste les traîneaux qui sont utiles. Là. Il y a une petite mécanique là, où les seigneurs vont troquer une partie de leurs moyens de transport pour des traîneaux pour se préparer au long hiver qui s'en vient. Chaque saison aussi, vous avez un certain nombre de cartes que les joueurs vont pouvoir utiliser puis vont mettre dans ce qu'on appelle là, leur deck de commandement. Là. Euh, Essentiellement, le plus il y a de cartes dans le deck de commandement, plus vous allez être capable de faire des choses avec vos seigneurs. Donc en été, ça va bien, il fait beau. C'est là où on a le plus de cartes. En hiver, là, les tours comme les journées sont très courts. Fait que seulement 4 cartes dans votre deck de commandement. Puis quand on arrive à Rasputitsa, 5 cartes. Fait que déjà, vous allez trouver des fois que 6 cartes, c'est pas beaucoup. Fait que watch out, quand vous arrivez en hiver, c'est 4. Quand vous arrivez au printemps, c'est 5 cartes. Puis ça aussi, on va voir les détails. Là. On fait ça entre la levée et la campagne. Là, on va préparer son deck de commandement pour mettre le nombre de cartes dedans en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Officiellement, chaque tour est d'une durée de 40 jours qui apparemment était là, une période, un bloc de temps classique où les seigneurs là, se donnaient à une cause. C'était comme une période là, de service ou une période de travail, un contrat de travail, une durée de contrat de travail classique pour les seigneurs. Tout ce que vous avez là en italique comme ça, là, c'est du flavor, entre guillemets. Là, c'est pour
Il y a énormément d'histoires, là, Volco, lésine pas là-dessus, là, le playbook est rempli, là, vous allez, si vous voulez tout apprendre ce qui s'est passé dans ces 2, 3 années-là, là, vous êtes servi, là. Mais bref, vous avez des petites tidbits là-dedans là, qui vont vous rappeler, là, par exemple, là, bon, le château de Coporier, sa construction est complétée, Heinrich part pour Rob. Fait que vous allez avoir des petits milestones, mais c'est purement du flavor que vous avez là. L'affaire la plus importante que vous avez là-dessus, c'est dans le fond là, les seigneurs qui sont disponibles pour être recrutés et le temps qu'il reste aux seigneurs qui sont présentement sur le board. Donc, à un moment X, euh, le cylindre d'un seigneur peut être sur la map. C'est le cas, dans le fond, là, quand on prend la campagne, Herman commence sur la map, Yaroslav aussi, ainsi que Knud et Abel. Donc, 3 des 6 seigneurs teutons commencent sur la map et les 3 autres sont disponibles pour être recrutés dès le tour 1. Alors, ils sont ici, tandis que pour le russe, bon, on a Gavrilo qui commence sur la map et on a, what's his name, Vladislav, je pense. Ouais, Vladislav qui commence sur la map, mais pour le russe, c'est un petit peu plus compliqué, là. Fait qu'on a, on a Dommage qui est disponible pour être recruté ici. Après ça, les Caréliens, ça va un petit peu plus loin. Et on a nos fameux 2 frères, Alexander et Andrei, qui ne sont disponibles qu'au tour 5. Donc, si le Seigneur est sur la map, comme c'est le cas là, des 5 là, que je viens de parler, vous allez nécessairement retrouver sur le calendrier leur marqueur de service. Et ça, ce que ça vous indique, là, c'est que si rien ne change, parce qu'il y a bien des affaires qui peuvent faire bouger ça, on va voir les détails dans d'autres vidéos, mais si rien ne change, au prochain tour, ça c'est Yaroslav, là, je reconnais son écusson ici, là. Alors au prochain tour, au début du tour 2, là, ben, Yaroslav va dire bye bye, je me retourne chez nous. Alors rappelez-vous que ça, ce n'est pas une coalition là, de bonne entente où tout le monde se bat là, pour la patrie, là. Ce sont des seigneurs qui prêtent temporairement leurs troupes et qui s'impliquent personnellement, mais cette implication-là a une fin. Et c'est fait partie, là, ça c'est central, d'après moi, au système au complet, là. C'est sûr qu'avec juste 2 jeux de sortie, là, on ne peut pas prédire l'avenir, là, mais c'est le core du système, là. C'est un des éléments vraiment au cœur du système. Fait que Yaroslav va nous quitter au tour 2. Knud et Abel vont nous quitter au tour 3, ainsi que Stanislav. Et puis finalement, là, au tour 4, nous allons voir Herman et Gavrilo qui vont tirer leur révérence, là. Vladislav, je l'ai-tu appelé Stanislav? C'est en tout cas les prénoms russes, là, tout y passe. Vladislav, pardon. OK. Puis là, vous aurez compris que, tu sais, il y a moyen d'acheter les seigneurs, puis de dire, hey, gars, peux-tu rester un tour de plus? On a quasiment fini, on aura encore besoin de toi, là. Donc, on négocie comme avec à peu près n'importe qui, là. Euh, Fait que ces marqueurs de service-là peuvent bouger vers la droite, tout comme ils peuvent bouger vers la gauche. Et c'est là où on rigole moins, mais si ces seigneurs-là sont en trouble, manquent de provisions, perdent des batailles, là, c'est dur sur l'ego, puis c'est dur sur leur volonté de se battre, surtout, ben là, le marqueur pourrait se déplacer vers la gauche, ce qui va ralentir leur temps de service. Et c'est une mécanique qui est fascinante, là. Je dois dire que de gérer ces seigneurs, gérer ces forces, gérer le temps de ces seigneurs-là. Fait que là, vous aurez compris que si vous engagez là, les trois autres seigneurs teutons, puis on va voir, là, mais ils ont toute une durée de service, là, qui sont prêtes à travailler pour vous, mais généralement, vous allez les engager, ils vont se ramasser autour d'ici, là. Ben, il faut vous watcher pour que pas que vous arriviez au tour 4 puis tout le monde décrisse, là. Fait que si au tour 4, tout le monde s'en va chez eux, là, vous aurez quasiment plus personne sur le board, là. De toute façon, on va le voir, mais à un moment donné, avec 6 cartes, puis éventuellement avec 4 cartes, ça vous sert pas à grand-chose d'avoir 6 seigneurs sur le board, là. Vous serez même pas capable d'avoir une carte de commandement par seigneur qui est sur le board, là. Fait qu'il faut gérer ses forces correctes, donner des vacances bien méritées, des breaks bien mérités à ces gens-là qui se battent pour vous. Mais ça, c'est fascinant. Fait que si le cylindre d'un seigneur est sur le calendrier, ça veut nécessairement dire qu'il n'est pas en jeu. Là, à ce moment-là, est-ce qu'il est vis-à-vis le tour courant ou à gauche? Si la réponse est oui, ben le seigneur est disponible pour être recruté. Par contre, si son cylindre est plus tard, comme c'est le cas là, pour les Caréliens, comme c'est le cas pour Alexander et Andrei, ben vous pouvez même pas les recruter, même si vous voulez. Vous allez devoir attendre que le temps passe et que le turn marker les rattrape pour être capable de les recruter. Puis comme je disais, si le seigneur est sur le board, ben nécessairement son service marker, son marqueur de service va être sur le calendrier, puis ça vous donne une idée de autour de quand va-t-il
rentrer chez lui? Et quel est le lousse que vous avez pour peut-être qu'il crève un petit peu de faim ou qu'il perde un petit peu des batailles? Tu sais, fait que les seigneurs qui restent avec nous autres longtemps, on est peut-être plus porté à leur faire des moves risqués parce qu'on se dit, ouais, ben, si ça va mal, il va pas nécessairement crisser son camp et retourner chez eux. Là, c'est fascinant. J'ai hâte d'arriver dans les détails de ça, là. Mais pour l'instant, je voulais juste vous donner une petite idée de ce qu'était le calendrier. Maintenant, on va faire, si on veut, l'anatomie du plateau d'un seigneur. Alors, son nom, avec un espèce de titre en dessous, là, c'est pas mal du flavor, là. Vous avez son écusson à gauche. Son écusson, vous allez le retrouver aussi sur son cylindre. Vous allez le retrouver aussi sur son marqueur de service. Alors, voici le marqueur de service d'Hermann. Voici le cylindre d'Hermann. Ensuite, le jeu vous rappelle quels sont les seats de ce seigneur-là. Fait qu'on a vu aux vidéos précédentes qu'Herman a un seat à Dorpat et Odenpa. Donc, c'est identifié par son crest, son écusson qui est à côté là, de ces deux places-là. Là, mais vous l'avez par écrit également ici. Puis, vous avez un petit rappel que si cette fameuse carte-là que j'ai montrée aux dernières vidéos est en jeu, là, ben, il considère aussi ce que le jeu appelle les commanderies, c'est-à-dire toutes les places fortes avec ce symbole-là, comme des seats additionnel. Ensuite, là, si on regarde vraiment les quatre chiffres très importants à droite, là, en haut à droite là, du tapis. Là. Fait que vous avez d'abord le symbole d'un dé, c'est écrit Fealty, là, qui est comme la fidélité, là, si on veut. Là. Moi, je le vois comme c'est comment facile c'est de convaincre ce seigneur-là de se joindre à la guerre. Parce que ce n'est pas automatique. D'amener un seigneur à se joindre à la guerre, dans la majorité des cas, ce n'est pas automatique. Ce chiffre-là ici, plus c'est haut, mieux c'est. Parce que vous allez devoir brasser ce chiffre-là ou plus bas avec un dé quand vous essayez de recruter ce seigneur-là. Alors, par exemple, pour nos trois amis ici qui ne sont pas sur le jeu, là, je vais juste temporairement amener Rudolf von Cassel. Alors, Rudolf von Cassel est un chaud lapin. Lui, on voit qu'il a une valeur de fealty de 5. Ça veut dire que si j'essaie de le recruter, je brasse un dé. Il faut juste pas que je pogne 6. Alors, avis à ceux qui brassent bas dans la vie de tous les jours. Donc, si je brasse 5, 1 à 5, là, Rudolf, c'est beau, j'embarque, puis il est recruté. Donc, ce chiffre-là est important. Prenez quelqu'un comme Knud et Abel, qui a la valeur la plus basse du jeu, 2. Si vous essayez de recruter Knud et Abel par les voies naturelles, là, ça pourrait vous prendre 3 shots, là, dépendamment comment vous êtes mardeux. Là. Ça pourrait ne jamais marcher. En tout cas, il faut que vous pogniez un ou deux quand vous essayez de les recruter. Donc ça, c'est une des quatre caractéristiques d'un seigneur. Deuxième caractéristique, c'est semblable, mais à ne pas confondre nécessairement, c'est le nombre de périodes de 40 jours de service que que le seigneur va vous donner quand il va arriver, quand vous allez l'engager, quand vous allez le recruter. Là. Fait qu'on voit ici que, bon, Rudolf, comme je disais, il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Ça, c'est un peu fucké, là. Mais il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Fait qu'on voit par exemple que Rudolf est un chaud lapin, facile à recruter. Par contre, il reste avec vous seulement pour 2 tours. Et c'est ce que le module vassal a fait subtilement. Là. Bon, là, il me resterait à prendre son cylindre et à le mettre à quelque part. Là, fait que Rudolf a un seul site par défaut qui est à Wenden, où est-ce qu'il y a son coat of arms ici. Et là, on était au tour 1. Automatiquement, le module vassal est venu mettre le marqueur de service de Rudolf von Cassel 2 tours plus tard, c'est-à-dire au tour 3. Fait que je viens de l'engager, puis bon, on allait dire il est quasiment parti, j'exagère, là, mais il est là pour 2 tours. C'est au début du tour 3 qu'il va décrisser. Là. Fait qu'il est là au tour 1, puis il est là au tour 2, puis si j'ai rien fait au début du tour 3, bye bye Rudolf. OK? Donc ce chiffre-là, c'est deux choses. C'est à la fois le nombre de tours de service que le Seigneur va vous donner quand vous l'engagez, mais, puis là, c'est là où c'est un mal pour un bien, là, finalement, que le chiffre soit haut ou que le chiffre soit bas, là. Mais c'est aussi le nombre de tours de vacances que vous allez être obligé de donner au Seigneur si jamais il décrisse. OK? Fait que par exemple, c'est pour ça que je dis que c'est un mal ou pour un bien, là. Fait que j'arrive au tour 2, j'arrive au tour 3 effectivement, puis j'ai rien fait pour prolonger Rudolf. Bon ben Rudolf s'en va. Fait que j'ai fait clic droit sur son affaire, disband le Lord, il s'en va, il quitte, on va voir les détails de tout ça, comment ça se fait. Puis là, regardez, le module vassal est allé mettre automatiquement le cylindre de Rudolf, même affaire, dans 2 tours.
Fait que combien de tours plus tard on met son cylindre, c'est aussi le fameux chiffre qui était ici. Fait qu'on dirait que plus il sert longtemps, le Seigneur, plus il a besoin d'un long break. À l'image d'un humain qui, plus il travaille fort, plus il a besoin de vacances, là. Fait qu'Herman, c'est cool. Quand on l'engage, on l'a pour 4 tours. C'est cool, c'est long. Mais si jamais Herman disband, vous allez être 4 tours à vous en passer aussi. Fait que c'est pour ça que je disais un petit chiffre, des fois on dit ah, il reste pas avec moi longtemps. Ouais, mais il va revenir vite. Un gros chiffre, ah cool, il est avec moi pour longtemps. Oui, mais si jamais il passe, ça va prendre un méchant bout avant que tu le revoies. Donc cette valeur-là va varier, là, de service, ça peut varier de 2 à 6. Alors c'est très variable, là, si on s'en vient, bon, là, tu sais, il n'est pas disponible tout de suite, là, mais Alexander, une des affaires qui fait que c'est un total stud, c'est qu'il reste pendant 6 tours au service du russe, là. Ça, c'est vraiment hot, là. On va le voir, là, mais il y a aussi la plus grosse valeur de lordship et la plus grosse valeur de command de tous les seigneurs. Alors, tous les seigneurs ne sont pas créés égales. Là, ça se peut que les patentes que je gosse de même dans Vassal, là, fuck le chien avec les cylindres, là, ben retenez ce que j'ai dit, là. Ok, il a pas bougé Alexander, c'est pas pire, là. Mais bon, à force de faire des exemples, là, ça se peut que ce soit bizarre, là, parce que là, je recrute des seigneurs qui officiellement n'étaient pas disponibles, là, parce que Vassal pense qu'on est juste au tour 3, mais bref. Fait que ça va pour le service. Le lordship, moi, je vois ça comme les skills administratifs du seigneur. C'est prouesse administrative, OK? Fait que le lordship, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans la phase de levée. Alors, c'est à quel point le seigneur est convaincant, à quel point il est bien organisé, la facilité avec laquelle il peut recruter des troupes. Donc, c'est tout ça, là. Ça aussi, plus c'est haut, mieux c'est. Euh, 3 est la plus, ben, en fait, 4 est la plus haute valeur, mais c'est juste Alexander qui a une valeur de 4. Là. 3, c'est une très bonne valeur. Là. La majorité un lord qui a 3, là, un seigneur qui a 3, c'est quand même très bon. C'est essentiellement, on va le voir, je pense, dans une prochaine vidéo, pas décidé encore, mais c'est le nombre d'actions que le seigneur peut faire dans la phase de levée. Alors évidemment, plus c'est haut, plus le seigneur a de flexibilité, puis plus le seigneur est capable de faire de trucs dans la phase de levée. En opposition, si on veut, à ça, là, command, là, c'est les prouesses du seigneur, mais sur le terrain. Là, c'est comme sors de ton château, là, puis sors de ton bureau, là, puis comment tu es bon pour te battre, comment tu es bon pour te déplacer, puis comment là, tu sais, t'es flexible une fois que tu es sur le terrain. Là. Fait que ça, c'est un peu la paperasse, puis ça, c'est un peu là, tu sais, se battre, prendre les armes. Fait qu'encore là, une valeur de 3 c'est excellent. Il y en a qui ont 2. Puis il y en a même. C'est qui donc? C'est dommage qu'il y a un, je sais pas. Non, il y a 2. Y a-tu quelqu'un qui a un, je me rappelle pas. Les Caréliens, peut-être? Non, peut-être pas. Caréliens, ils sont pas vargeux, là. Un de Lordship, 2 de Command. Il y a peut-être personne qui a un de Command, finalement, là, parce que c'est vraiment en push, là. Mais bref. Fait que là, en tout cas, il va y avoir une vidéo où on va faire le tour des seigneurs, puis on va apprécier là, leurs compétences, là, mais vous voyez déjà que c'est pas tout le monde qui est pareil. Alors, beaucoup de flavor, beaucoup d'asymétrie, on aime ça. Ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup déjà en partant, là. Fait que voilà pour ces chiffres-là en haut à droite. Ensuite, vous avez les forces de départ du Seigneur. Là. Fait que, si je tasse, là, vous avez des dessins sur le plateau du Seigneur, là, des espèces de placeholder pour venir placer. Fait que Herman commence avec une unité de chevalier, une unité de sergent, puis 2 unités d'hommes d'armes. Encore là, Vassal est incroyable, puis fait tout ça pour vous autres quand vous recrutez la personne. Dans le jeu physique, vous devez prendre de ces pièces-là puis les mettre sur son plateau. Ça, c'est ses forces, là, autrement dit, là, par défaut, qui viennent avec lui. Par contre, tous les seigneurs ont accès à ce que le jeu appelle des vassaux, donc des troupes secondaires, là, si on veut, là, qui sont autour de leur château, là, puis qui sont pas nécessairement, se joignent pas nécessairement à lui en criant lapin, là. Et entre autres, on va le voir dans le prochain vidéo sur la phase de levée, mais une des actions qu'un seigneur peut faire dans la phase de levée, là, c'est de recruter certains de ses vassaux pour venir avec lui. Là. Fait qu'encore là, dans Vassal, c'est très cool. On fait clic droit, muster, et apparaissent automatiquement là, les unités additionnelles qui étaient associées. Fait que si on voit un chevalier, un homme d'armes, une cavalerie légère, une milice, là, on va revenir sur la définition des unités. Là.
Fait que normalement, dans le jeu physique, on prend le marqueur de vassal, on le tourne pour montrer qu'ils ont été recrutés, parce que ces troupes-là pourraient être éliminées en combat, là. Mais là, on montre que ce vassal-là, c'est fait, il a été recruté. Pour l'instant, les troupes sont présentes là, sur le plateau d'Herman, puis s'ajoutent aux troupes qu'il y avait déjà pour se battre. Fait que c'est une autre asymétrie, là. C'est pas tous les seigneurs. Bon, ça donne que Herman et Knud et Abel ont exactement là, les trois mêmes types de vassaux. Mais si vous regardez Yaroslav, déjà là, en partant, il est plus faible au niveau des troupes et tout ce qu'il peut aller chercher comme vassal, c'est deux milices. Le chiffre ici sur les vassals, c'est une règle optionnelle, une règle avancée ou une règle optionnelle là, qu'on couvrira pas nécessairement, là. Fait que Dommage commence avec du monde pas pire, mais il peut aller chercher juste des milices. Juste des milices additionnelles. Il y a trois vassaux, chaque vassal lui donne deux milices de plus. Gavrilo en a un certain nombre. Vladislav a quatre vassals, mais chaque vassal lui donne seulement une milice additionnelle. En tout cas, c'est très riche, là. C'est là, vous voyez qu'un stud comme Alexander, non seulement commence avec trois chevaliers, qui sont évidemment la meilleure unité du jeu, puis deux hommes d'armes, mais peut aller chercher trois autres hommes d'armes, et peut même aller chercher, là, en tout cas, de la cavalerie mongole, qui est une unité vraiment là, particulière à lui et à son frère Andrei. Là. Fait que, si je mets les deux frères un à côté de l'autre, là, c'est du monde fort, hein, s'il vous plaît. Là. Très longue durée de service, un bon lordship. Bon, Andrei au niveau command, un petit peu plus ordinaire peut-être, mais ils ont des cartes pour les aider, les deux frères. Je suis pas inquiète pour eux autres. Vous avez une ligne sur le plateau aussi du Seigneur là, qui s'écrit Routed, ça veut dire en déroute. Là. Fait que quand une unité se fait tapocher en combat, elle meurt pas nécessairement, on la descend en bas de la ligne. On va voir les détails quand on va parler des combats. Et à la fin du combat, là, on détermine le sort final de cette unité-là. Est-ce qu'elle a survécu finalement ou elle est trop amochée pour continuer? Fait que là, essentiellement, on brasse un dé, puis si on manque le jet, elle décrisse pour de bon. Mais sinon, elle remonte en haut. Ça veut dire qu'elle était comme juste assez sauvée, puis assez cachée. Mais là, une fois elle reprend ses esprits, une fois que la bataille est terminée, puis elle revient. Puis chaque seigneur a aussi une portion dans le bas, là, ce que le jeu appelle les assets. Là. On a déjà commencé à en parler un petit peu, là, les provisions, les moyens de transport comme les chariots, les bateaux, les vaisseaux, éventuellement les traîneaux en hiver, l'argent, qui est une autre affaire qu'on peut avoir aussi là, puis le butin. Là. Fait que le jeu vous rappelle que vous avez un maximum de 8 de chaque type d'assets. Là. Pas 8 au total, 8 chaque type d'asset. Puis encore là, vous avez des valeurs de départ. Fait que, oups. Fait qu'Herman commençait avec un coin et une provision. Quand c'est écrit ici transport, ben c'est qu'au moment où Herman arrive en jeu, incluant au début de la campagne, au début d'un scénario, quand il est là, ben le joueur teuton doit décider qu'est-ce que je donne comme transport à Herman. Typiquement, est-ce que je lui donne un chariot ou je lui donne un bateau? C'est écrit no ship, il y a des lords que c'est écrit ça, ça veut dire que Herman, lui, ne peut pas avoir de vaisseau, là, dans le fond, là, ses places, ses sites à lui sont loin de la mer, fait qu'il en a un peu rien à foutre, là. Fait que quand c'est écrit no ship, dans le transport, vous pouvez pas lui donner un vaisseau, vous pourriez donner un traîneau, fait que si jamais il arrive en jeu à l'hiver, ben, ça fait plus de sens d'y donner un traîneau. Fait que des fois, il n'y a pas de choix à faire, dans le cas de Knud et Abel, il n'y a pas de choix à faire. Tout est écrit sur le tapis. Deux vaisseaux, puis deux provisions. Mais des fois, là, il y a des choix à faire, surtout pour les moyens de transport. Fait que dommage, Monsieur Flexibilité, là, lui, là, c'est écrit transport any. Ça veut dire que ça peut même être des vaisseaux. Ça peut être des vaisseaux, des chariots, des bateaux ou des traîneaux. Fait qu'il peut y en avoir quatre, n'importe comment. Ça peut être quatre du même ou quatre différents, peu importe. Fait qu'il y en a qui sont plus flexibles que d'autres. T'sais, les Caréliens commencent même pas de provision. Ça veut dire qu'avant même de les faire bouger, il faut essayer qu'ils ramassent de la bouffe. Là, ils en ont même pas en partant tellement ils sont pauvres. Puis il y en a qui commencent déjà avec du fric, fait que c'est intéressant. Vont pouvoir utiliser le fric pour eux-mêmes ou pour d'autres seigneurs pour prolonger leur service. Là. Fait que c'est pas mal ça pour tout de suite. Là, on va embrayer tranquillement dans la phase de levée, qui est le début d'un tour, là, la planification, l'administration du tour, le recrutement des forces, puis le recrutement de d'autres seigneurs, tout ce qu'on peut faire, autrement dit, dans la phase de levée. Vas-tu être capable de faire ça dans une seule vidéo? On verra bien. Mais on s'en va là, puis on commence à tomber un peu plus là, dans le crunch du jeu.
À plus.